bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, c'est encore un update lecture que je vous présente pour être enfin à jour de toutes mes lectures parce que je pense qu'il est vraiment temps. Dans cette vidéo, je vais vous parler de La Servante écarlate, du Dernier Magicien, qui est un beau petit bébé. Ensuite, on parlera de Mariage à l'indienne. Et enfin, je vais terminer avec San Perdido. Sans vous spoiler, j'ai déjà beaucoup aimé. Je commence tout de suite avec La Servante écarlate, que j'ai trouvé dans une très belle édition de chez Pavillon Poche, enfin de chez Robert Laffont, pardon, Pavillon Poche, avec voilà les pages colorées, un bac, on aime. Alors enfin j'ai lu cet incontournable et franchement waouh. Je me suis pris une belle petite claque. On est ici dans du dystopique, clairement classé science-fiction. On nous dit que dans un futur plus ou moins proche, dans une société plus ou moins proche de la nôtre, l'État applique les préceptes d'un évangile revisité. Donc déjà, on nous pose un petit peu le décor, et ce qui va s'en suivre, c'est franchement pas mal. En gros, on nous explique clairement que les femmes se sont vues retirer tous leurs droits, fondamentaux ou pas, et qu'elles ne servent que de réceptacle pour accueillir la semence de ces messieurs, afin d'assurer la reproduction de la société. Hein, voilà. Il y a beaucoup de trucs à dire. On va y suivre plus particulièrement un personnage auquel on s'attache plus ou moins parce qu'avec le style assez froid de Margaret Atwood, on vit un petit peu ça de façon particulière, j'ai trouvé. Avec son écriture, elle arrive à nous faire sentir qu'il y a comme une sorte de barrière entre ces personnages et ce que nous, on peut ressentir. Du fait qu'ils ne sont pas très expressifs ou que c'est quelque chose d'assez introspectif, je sais pas si c'est vraiment le mot qui convient. Du coup, en fait, on n'arrive pas forcément à ressentir à 100% ce que ressentent les personnages. Alors, la féministe qui est en moi, évidemment, a bondi à plusieurs reprises à la lecture de ce livre. Ceux qui l'ont lu savent très bien de quoi je veux parler, mais bon, de toute façon, je pense que quand on connaît le sujet principal de l'histoire, on ne peut qu'être choqué par tout ça. Mais en fait, ce qui est plus encore perturbant, c'est que ça aurait pu être écrit à notre époque, sachant que ça a été écrit dans les années 80. Et c'est quand même hyper étrange que ça résonne encore aujourd'hui, à l'heure actuelle. C'est dire qu'il y a encore de gros progrès à faire concernant le droit des femmes. Donc évidemment, il va se passer des événements un petit peu particuliers dans cette histoire. Outre le fait qu'on accepte assez vite que les femmes servent entre guillemets juste de reproductrices, parce que c'est ce qu'on nous dit clairement depuis le début. C'est tout ce qui va se passer au quotidien, les petites scènes qui vont nous marquer et qui vont nous pousser à réfléchir quand même pas mal sur ce sujet. J'ai beaucoup aimé moi l'écriture de Margaret Atwood qui rend la lecture assez particulière. Les chapitres sont assez courts et je pense que c'était très bien pour ce roman parce que on passe à des étapes différentes au fur et à mesure des chapitres. Et c'est ce qui fait qu'il y a une certaine dynamique malgré le fait que ce soit pas un roman où il se passe vraiment beaucoup de choses. On suit notre personnage principal et on a aussi quelquefois des flashbacks et j'ai trouvé ça super intéressant. Alors en plus la fin pour moi est assez ouverte parce que je pense qu'on peut quand même imaginer un petit peu ce qu'on veut. J'ai cru comprendre qu'il y avait une suite à ces romans, alors j'ai complètement oublié le titre dont il s'agit, hein. Enfin voilà. Je vais me renseigner pour me le procurer assez rapidement et pour le lire et je vous en ferai évidemment un retour. Si vous avez lu La Servante écarlate et que vous souhaitez en discuter en commentaire, n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais essayer de vous mettre par ici mes liens vers mes réseaux sociaux, enfin du moins le nom de mes comptes, pour que ce soit peut-être plus facile et plus fluide au niveau de la discussion, parce que c'est vrai que sur les commentaires YouTube, c'est un petit peu compliqué de débattre vraiment en direct. Vous pouvez me suivre sur Twitter, que je vous mets juste là. Ensuite, je vous mets mon Instagram juste ici. C'est principalement les endroits où je suis le plus, mais j'ai également une page Facebook qui s'appelle comme ma chaîne, Je lis et alors. Je vous la mets juste ici. Enfin, de toute façon, il faut juste taper Je lis et alors sur Facebook, vous allez tomber dessus. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. En général, je suis plutôt très active parce que je suis un petit peu accro à mon téléphone. Je passe maintenant à une bonne petite bécasse qui est Le Dernier Magicien, tome 1, l'Ars Arcana de Lisa Maxwell. Dans une très jolie édition, donc je suis très fan de la couverture. Hein.
Il y a déjà le tome 2 qui est sorti, il me semble. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, hein, ou sinon il ne devrait pas tarder d'être traduit en français. Que dire de cet ouvrage qui fait, enfin il fait 600, plus de 600 pages. Encore un très bon livre et je dirais même pour moi un petit coup de cœur, très franchement. Ce titre est assez complexe à résumer, mais on y parle de magie, de quêtes, d'artefacts. Bref, on est plongé dans un univers totalement captivant et je suis assez vite rentrée dans l'histoire parce que justement on entre assez vite dans le vif du sujet. Et il y a alternance entre des époques, oui et non, j'ai envie de vous dire, parce que un des personnages principaux, enfin le personnage principal, va pouvoir voyager dans le temps. Donc du coup, ça nous amène à des situations assez intéressantes. Alors, il est aussi catégorisé jeunesse, ce titre, et personnellement, je trouve que c'est pas si jeunesse que ça. Un petit peu comme la passe miroir, en fait, j'ai trouvé. Enfin, c'est un univers assez riche quand même, et il faut assez bien, enfin il faut prendre son temps au niveau de la lecture au début en tout cas pour se plonger dans l'univers et comprendre un petit peu comment c'est organisé parce que c'est pas un truc voilà, hyper simple. Encore une fois je compare avec Harry Potter parce que c'est un truc fantastique, fantastique qui me vient à l'esprit comme ça, mais Harry Potter c'est hyper simple à comprendre je trouve. Voilà, vous rentrez dans l'histoire, on comprend que c'est fait pour les enfants, le tome 1 est hyper introductif et découverte, etc. Et là en fait on a déjà vraiment beaucoup d'infos pour un premier tome et je trouve qu'il faut vraiment prendre le temps lors de la lecture. Alors en effet, pourquoi c'est un petit peu compliqué à comprendre? Parce qu'il y a multitude de personnages, changement d'époque, il y a des coups bas, des secrets, des prévisions, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et encore une fois c'est hyper riche et enfin moi j'ai vraiment adoré. L'intrigue principale on va dire elle met un certain temps à arriver, tout simplement dû au fait que justement il y a pas mal de personnages, qu'on change d'époque et qu'on doive s'habituer un petit peu à ce qui se passe dans l'histoire. Alors je vous ai même pas dit comment s'appelle notre héroïne. Elle s'appelle Esta, c'est ça, hein, Esta. Voilà. Et elle va voyager dans le temps, c'est elle qui a le pouvoir de voyager dans le temps et elle doit essayer d'interférer avec certains événements pour empêcher un événement d'arriver. Je vais pas tout vous dire parce que je pense encore une fois que c'est quelque chose qu'il faut découvrir en le lisant, il faut se plonger dedans sans trop en savoir parce que c'est vraiment hyper intéressant. Notre héroïne, je m'y suis assez vite attachée parce que malgré son jeune âge, je l'ai trouvée pleine de bon sens et c'est un petit peu une badass donc je l'ai bien aimée. Je trouve que ça commence vraiment à bouger aux trois quarts du roman, il commence à se passer un petit peu plus de choses et ça nous amène à réfléchir, à se poser les bonnes questions, à savoir ce qui s'est vraiment passé dans le passé justement. Et c'est très intéressant parce qu'on commence à faire des suppositions, on se dit ah oui mais en fait lui ou elle nanani nanana, voilà. Et ça c'est un truc que j'aime bien quand je lis même du fantastique, c'est de me poser des questions concernant ce qui a pu se passer. Alors fatalement quand on se pose des questions on peut peut-être tomber juste ou à côté. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut voir venir à des kilomètres mais il y a quand même un petit retournement de situation à la fin qui est quand même pas mal pensé. Et on joue un petit peu avec nos nerfs jusqu'à la fin. Et personnellement, j'ai été très frustrée de ne pas avoir la suite dans ma pile à lire. Voilà, bref, ce premier tome pour moi est une réussite. C'est introductif jusqu'aux trois quarts et après il commence vraiment à y avoir pas mal d'action. Peut-être un petit peu trop, même juste à la fin, enfin pas trop, mais on se dit waouh, il se passe tout ça d'un coup, ouais, faut suivre quoi, disons. Voilà. En plus, moi personnellement, je crois que je l'ai lu assez vite, j'ai dû le lire en 2 jours, en 2 ou 3 jours, j'ai dû le bouffer. Enfin, c'est 600 pages en même temps, bon ça va, hein, c'est écrit assez gros, c'est espacé, voilà. Mais j'ai hâte de savoir ce qui va arriver à notre héroïne et aux autres personnages et comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Alors les 2 dernières lectures de cette update, ce sont des lectures que j'ai effectuées durant le challenge de la nuit des noctambules lancé par Sabrina et par Perrine, dont je vous ai déjà parlé. Je vous renvoie à ma vidéo vlog de quand ça s'est déroulé, hein, tout simplement, parce que j'avais déjà commencé à parler de ce que j'avais lu, mais là je vais vous faire un petit résumé global concernant ces 2 titres.
Alors le premier, c'est mariage à l'indienne. Voilà, donc je souris parce que si vous avez déjà, enfin, si vous avez vu mon vlog déjà, vous savez ce que j'en ai pensé. Et ça a été pour moi une grosse déception, hein, franchement. Je trouve que j'ai un peu perdu mon temps et en plus j'aurais pas dû choisir ce titre pour le challenge parce que clairement il y avait beaucoup plus intéressant à lire dans ma pile à lire. On y dépeint ici un petit peu tous les clichés déjà de base qu'on peut avoir sur. Je vous rappelle que le titre c'est Mariage à l'indienne. Donc sur la société indienne, même si une bonne partie de la population vit encore de cette manière, donc là en l'occurrence il va s'agir des mariages qui sont arrangés et du fait que les familles sont obnubilées. Alors je pense que vous avez dû rigoler parce que ce mot j'ai du mal à le dire. Je sais jamais si on dit obnubilé ou obnubulé. Je crois que c'est obnubilé. Bref, je pense que je vais pas utiliser ce mot, hein. Mais vous avez compris, ils sont obsédés avec l'idée du mariage et le fait que leurs filles doivent se marier. Notre personnage principal s'appelle Anju et donc sa famille veut à tout prix qu'elle se marie, donc ils essaient de lui faire rencontrer des hommes. Je pense que ça aurait pu être traité de manière beaucoup plus, je vais pas dire intelligente parce que ce serait un petit peu gros, mais c'était fait un petit peu de manière indélicate. Alors, ça peut être traité de manière drôle et détachée, mais bon, ici c'est classé comme chick lit. Autrement dit, on ne lit pas un essai qui va traiter de la façon de vivre en Inde, ni d'une étude sociologique ou comportementale exposant les us et coutumes des Indiens et de façon historique, mais plusieurs maladresses auraient peut-être rendu cette lecture moins banale à mes yeux. Parce que là, en fait, on est tellement dans les clichés que. Ouais, on lit et on fait. Voilà. Donc, notre héroïne a décidé de quitter l'Inde pour aller faire des études en Amérique et elle s'est très vite américanisée dans le sens où, justement, d'ailleurs, c'est aussi un autre cliché. Elle est devenue matérialiste, un petit peu superficielle. Voilà, elle ne pense qu'à ses tenues, à ses coiffures. C'est dit de manière un peu. Ouais, ok, d'accord, c'est cool de pouvoir s'intéresser à d'autres choses culturelles que celles de son pays. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'on aurait pu éviter de tomber dans le cliché de l'indienne qui va vivre en Amérique et qui découvre un monde merveilleux qu'elle n'avait jamais soupçonné. Et elle peut mettre des mini-jupes, et elle peut se maquiller, et elle peut sortir boire des verres avec des hommes sans forcément sortir avec ces hommes. Enfin voilà, il y a eu plein de petits éléments. Bon, après, c'est des petits détails dans le livre, dans la lecture, mais c'est lui un petit peu pollué, je pense, le fond principal de l'histoire. Après, je sais pas comment dire en fait. On diabolise beaucoup le monde, la culture occidentale. Donc, je pense que même aussi la culture donc indienne, hein, parce que les deux, c'est à peu près fait au même niveau. Mais ouais, si au début j'ai trouvé que ça prenait peut-être un petit peu plus le parti de vraiment comparer les deux cultures et de savoir pourquoi elle avait apprécié autant le fait de vivre en Amérique, on tombe au final presque 100 pages avant la fin dans un cliché gnangnan à l'eau de rose. Ouais, je me suis clairement fait chier, hein, je vais pas vous le cacher. Et ça a rendu ma lecture assez mitigée. Alors après, je pense que je vais essayer de me procurer ou de lire des livres sur la culture indienne parce que je pense que c'est toujours bien de s'intéresser à une autre culture que la sienne. Ça, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Alors, si vous avez des titres à me conseiller, surtout, mais moi je parle là vraiment d'essais ou de choses, des études sociologiques justement, des trucs qui peuvent vraiment. Enfin, voilà, ça m'intéresse d'en savoir plus à ce sujet. Bon, il y a quand même des points positifs. J'ai bien aimé les descriptions des tenues, des plats. D'ailleurs, dans les premières pages, on parle quasiment tout le temps que de bouffe. Donc, lisez pas ça si si vous avez faim, hein. Mais voilà, j'ai peut-être eu aussi l'impression qu'on a voulu nous faire un exposé de tout ce qu'on savait sur la culture indienne ou sur tout ce qu'on pouvait découvrir de la culture indienne. Et j'avais l'impression qu'on voulait nous faire un petit peu ingurgiter toute la gastronomie indienne de par l'opulence des plats donc, et des descriptions qu'on nous en fait. J'ai aussi trouvé du coup que les personnages étaient tellement des clichés d'eux-mêmes que ça ne servait pas du tout l'histoire, ni la culture indienne d'ailleurs, et ça c'est fort dommage. Bref, si vous l'avez lu, vous pouvez en discuter avec moi en commentaire. Si vous ne l'avez pas dans votre pile à lire, bah, je vous conseille pas forcément de l'acheter parce que ouais, enfin, je trouve que c'est pas très utile. Alors, je finis cette update avec San Perdido, voilà.
on va finir sur du positif, vous êtes d'accord? Donc pour ce roman, nous sommes au Panama entre les années 40 et les années 50, puisque l'histoire va se dérouler sur un laps de temps assez long. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve dans toutes les histoires. Très souvent, on va se focaliser sur quelques semaines, quelques mois, peut-être un an maximum. Mais là, voilà, ça va vraiment suivre plusieurs personnages sur une durée assez longue et ça, c'était super intéressant. Notre héros qu'on va découvrir au début de l'histoire et dont on ne connaît pas le prénom au départ, donc je ne vais pas vous le dire, on le décrit comme un jeune enfant qui est noir avec les yeux bleus, bleu perçant. Et ce personnage, il vient vivre dans une décharge publique. Ou plutôt, il va faire irruption. Tout va commencer en fait à la rencontre d'une vieille femme qui elle vit, je peux le dire, qui elle vit dans la décharge depuis assez longtemps. À partir de là, on comprend qu'il va intervenir dans la vie de plusieurs personnages, car les personnages sont très très nombreux dans cette histoire. D'ailleurs, il faut un certain temps quand même pour se faire à tous les prénoms et à la condition sociale de tous ces personnages. D'ailleurs, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que la multitude de personnages qui est représentée fait qu'on a plusieurs castes sociales qui sont dépeintes. Donc forcément, avec la décharge et la vieille femme, on est dans la pauvreté extrême, dans une sorte de bidonville. Enfin voilà, on connaît des recoins du Panama qui sont pas très, malheureusement pas très reluisants. Voilà, on rencontre aussi plein d'autres personnages dont je vais vous parler un petit peu juste après. J'ai beaucoup aimé découvrir la ville de San Perdido. Donc San Perdido, c'est une ville fictive qui a été créée par l'auteur. Mais en fait, cette ville, elle peut ressembler à toutes ces petites villes, ou bidonvilles d'Amérique centrale, tant par sa population que sa population pauvre évidemment, que par les gens qui la dirigent. Donc, comme vous le constaterez ou vous l'avez constaté si vous l'avez lu, on y trouve des gouverneurs, des conseillers, des prostituées, des médecins, enfin un médecin, une maquerelle, des hommes divers et variés, voilà, des travailleurs, des marins je pense aussi, des ouvriers, des employés de maison et toute la population la plus pauvre qui tente de survivre tout simplement dans cette ville. Elle est très très plaisante. Elle est fluide et elle est assez accessible et par moments j'ai trouvé assez poétique aussi quand on nous décrit certaines scènes et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors pourtant j'ai lu ça en deuxième partie du challenge, donc enfin c'était... j'ai commencé à le lire, je crois, il était vers 4h du matin, 3 ou 4h du matin, quelque chose comme ça. On pourrait croire que j'aurais pu m'endormir, mais non, pas du tout, parce que j'étais vraiment captivée par toutes les descriptions, par les personnages et par ce qui va se passer, malgré le fait qu'il ne se passe pas non plus énormément de choses. Au fur et à mesure de l'histoire, on est un petit peu happé par l'enchevêtrement des situations. On s'étonne de découvrir certaines choses. Vraiment, le portrait que nous dépeint David Zuckerman de cette ville est à la fois affligeant. J'ai du mal aujourd'hui. Il est affligeant, un petit peu douloureux, cruel, mais non sans une certaine dose d'espoir. Je ne veux pas trop en dévoiler parce que je pense que ce roman, encore une fois, fait partie de ceux dans lesquels il faut se plonger sans trop en savoir. Parce que c'est comme... Je sais pas comment expliquer. J'ai eu l'impression en fait de regarder un petit peu un tableau ou un reportage quand j'ai lu ce titre. On se laisse porter un petit peu par les personnages et on les suit en fait. C'est comme si on nous prenait par la main pour nous dire viens voir ce qui se passe ici, viens voir ce qui se passe là et viens voir comment tout ça va se mélanger. J'ai vraiment adoré cette lecture et pour moi, enfin j'ai pas trouvé qu'il y avait de défaut dans ce livre. C'est un premier roman et franchement j'étais vraiment hyper surprise. Le décor est bien installé et en à peine 400 pages, on arrive à avoir aussi une belle évolution de plusieurs personnages. J'ai bien sûr beaucoup aimé la fin, car jusque dans les dernières lignes, j'ai été surprise. Et enfin voilà, j'ai fini la lecture avec un grand smile. Et je sais pas, je me suis sentie bien après cette lecture, j'étais... ouais,
voilà, j'étais bien. Je ne sais pas comment expliquer mieux, j'étais bien. Voilà. Alors après, au niveau des actions qui vont se passer, il va pas se passer il n'y a pas de grosse intrigue de base, si ce n'est en fait une sorte de... Il y a un peu de politique dedans, enfin, pourtant c'est pas forcément quelque chose qui m'attire en temps normal, mais là c'est subtilement dosé, et le fait que justement on ait affaire à plusieurs castes de la société, donc on est aussi bien avec les pauvres qu'avec les riches, qu'avec les corrompus, qu'avec... voilà. Du coup, ça rend le truc super intéressant, et on se prend à... pas forcément à apprécier les personnages qu'on pensait apprécier, pas forcément à détester ceux qu'on pensait détester. Enfin, je sais pas si vous voyez, on est un petit peu voilà, entre les deux. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Il y a une toute petite pointe de surnaturel parce que, en fait, notre personnage principal, on comprend qu'il a une espèce de don, enfin, dont il a une sorte de force un petit peu surhumaine. Mais franchement, c'est vraiment pas gênant dans le livre, si vous n'êtes pas trop attiré par ce genre de choses. Mais voilà, je pense que c'est un livre que je vais garder dans ma bibliothèque, et je pense m'en souvenir pendant un bon moment. D'ailleurs, je vous envoie, si vous voulez voir un autre avis que le mien, à la vidéo d'Amélie, que je mets ici en barre d'infos, oui. Non, en i. Barre d'infos, c'est en bas. Quand j'avais vu son avis, je l'avais déjà acheté en fait ce livre, et j'ai dit bon, j'aurai quand même son avis, parce que des fois j'ose pas regarder les avis des autres parce que j'ai peur de me faire spoiler, ou du coup si j'apprécie vraiment la personne que je regarde, j'ai peur d'être déçue si j'apprécie pas autant. Enfin voilà, je sais pas si ça vous le fait quelquefois, mais là j'ai écouté son avis quand elle l'a sorti, et du coup je sais pas combien de temps après je l'ai lu le livre, mais de toute façon il me faisait vraiment beaucoup envie, et elle m'a justement aussi donné envie de me lancer là-dedans. Et je pense tout simplement que je l'ai lu au bon moment, voilà, parce que vous savez très bien que quelquefois il y a des titres, on n'est pas forcément dans le mood pour le lire, et c'est important d'écouter ce qu'on ressent, ce dont on a envie en fait, tout simplement. Je pense pas que c'est quelque chose que j'aurais pu lire par exemple pendant la période de Noël, ou en plein été, vraiment bientôt, malgré le fait qu'on ait un temps dégueulasse aujourd'hui, d'où la lumière. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet avis, parce que bon, c'est un coup de cœur, un joli coup de cœur, hein, comme vous avez pu le comprendre. Je suis à jour au niveau de mes lectures. Là, j'ai juste un livre en attente. Donc maintenant, il va falloir que je carbure pour vous proposer des nouveaux updates bientôt. Normalement, la prochaine vidéo qui va arriver, ce sera un tag que j'ai vu sur la chaîne de Sabrina. Et oui, en fait, je pompe tout à mes copines. Hein, voilà. Voilà. Non, mais disons que ça change un petit tag que de faire à la fois des updates et des book hauls. Je pense que d'ailleurs, les book hauls, j'en ai assez acheté la dernière fois, donc je vais me calmer pendant un petit moment, hein, même s'il y a mon anniversaire qui arrive bientôt. Voilà. Mais sinon, ouais, les tags, je trouve ça sympa. Alors, je sais pas si vous en avez déjà vu pas mal, mais je pense que oui. Ce sera le tag « Avez-vous déjà lu ?» Normalement, ça devrait être assez rapide, hein, parce que j'ai déjà tout rempli sur mon petit carnet. Hein, voilà. Et après, j'ai aussi d'autres petites vidéos en préparation j'ai déjà prévu un petit truc pour la rentrée donc de septembre, et je pense que ça devrait vous plaire, mais ça va mettre un certain temps à se mettre en place. Je m'arrête là, j'ai l'impression que j'ai beaucoup blablaté pendant cette vidéo, non? Ou c'est moi? Voilà, j'espère que j'ai pas trop pollué mes avis avec des tics de langage, des nouveaux tics de langage en plus que j'avais pas forcément avant, mais je pense qu'il faut juste que je me refasse au fait de parler face à mon téléphone, enfin face. Pas vraiment, mais vous m'avez comprise. Ça devient n'importe quoi cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je pense que je vais rester sur un rythme d'une vidéo par semaine, parce que, croisons les doigts, en théorie je devrais reprendre le travail prochainement. Et du coup ben, j'aurai moins de temps libre pour filmer et pour lire. Donc on verra bien comment ça se goupille. Prenez soin de vous et de votre famille. Voilà, portez vos masques quand vous sortez dans les endroits publics. Et ne relâchez pas
votre attention. Parce que le virus n'a pas disparu. Voilà, c'est tout. Vous êtes encore là? Bon allez, j'arrête. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous comme d'habitude. Et bon courage pour ceux qui travaillent. Ciao, ciao.